Maintenant, à quelques jours près, les Républicains ont plus qu'un candidat, ils ont une candidate pour ces élections présidentielles en la personne de Valérie Pécresse. Alors, moi j'aimerais, vous, c'est vrai qu'on pourrait rappeler quand même que vous êtes membre de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, donc c'est plutôt une bonne nouvelle si on pense à ça, mais peut-être pas que pour ça. Je voudrais savoir quel regard vous portez sur les primaires qu'on accuse souvent de diviser et de ne pas être forcément une bonne chose pour un parti politique, des primaires qui se sont plutôt bien passées pour les LR. Je voulais savoir ce que vous en avez pensé et de ce que vous avez pensé du fait que ce soit une femme qui, pour la première fois, va représenter votre parti politique. Alors, concernant les primaires, moi j'en pense du bien. J'étais favorable aux primaires et même aux primaires ouvertes. Je rappelle que lors de nos précédentes primaires, donc en 2016, ça s'était extrêmement bien passé. Ce qui s'est mal passé, c'est ensuite ce qui est arrivé à François Fillon et le fait qu'on n'a pas eu de campagne présidentielle, mais que la campagne présidentielle a été substituée par le procès fait à François Fillon, le procès médiatique fait à François Fillon. Donc, mais sinon, la primaire était... Ça s'était très bien passé, 4 millions de votants. Là, Christian Jacob a fait le choix, contrairement à ce que proposait Jean Leonetti, d'une primaire fermée, d'un congrès, qui s'est très bien passé aussi, avec des candidats de très bonne tenue et avec un débat particulièrement intéressant où on a vu qu'il y a eu beaucoup plus de choses qui nous rassemblaient que des choses qui nous divisaient. Primaire où Éric Ciotti a créé la surprise en arrivant en tête au premier tour et en faisant un score très important de 40% au deuxième. Ce qui montre les différentes tendances qui existent au sein de votre parti politique. Ce qui montre à la fois des tendances, mais aussi, j'allais dire... beaucoup plus de choses qui nous rassemblent, puisque Valérie Pécresse a décidé, comme Michel Barnier, de faire une équipe de France, et que dans cette équipe de France, bien évidemment, Éric Ciotti a une place singulière avec les autres participants et beaucoup d'autres parlementaires. Comme tous les autres candidats, de toute façon, à ces primaires. Exactement. Ce qui est quand même une très belle chose de rassemblement. Et tous ceux qui disaient que la droite était morte, eh bien, aujourd'hui, ils se sont trompés. C'était tout à fait ma question. Ils mangent leur chapeau, et on s'aperçoit de deux choses. Un, que la droite, non seulement elle n'est pas morte, mais qu'elle rassemble. Et puis ça s'est déjà vu aux élections intermédiaires. Je veux dire, c'est un constat qu'on a pu faire depuis 2017. Tout à fait. Même si aux élections intermédiaires, on a plutôt renouvelé ce qui était en place, on n'a rien conquis de nouveau. Néanmoins, on a stabilisé nos positions, mais on voit que dans la pensée, notre famille politique arrive très largement en tête. Elle a su, bien sûr, capter les attentes des Français. Et on s'aperçoit bien évidemment que l'épisode Emmanuel Macron, c'était l'épisode de l'ère du vide. Emmanuel Macron, à mon avis, je l'ai toujours dit, y compris quand il était tout seul, n'existe que par le vide que nous avons laissé. Si Emmanuel Macron a gagné d'une très courte tête en 2017, c'est parce que notre candidat était empêché et qu'il s'est retrouvé devant son assurance vie qui est Marine Le Pen. Et aujourd'hui, on voit bien qu'un candidat, et a fortiori un candidat compétent comme Valérie Pécresse, comble le vide que nous avions laissé pendant des années. Est-ce que justement, le fait que ce soit Valérie Pécresse et que ce ne soit pas, par exemple, M. Ciotti qui aurait pu gagner ses primaires, est-ce que pour Emmanuel Macron, c'est plutôt une mauvaise nouvelle ? Je pense que n'importe quel candidat aurait été une mauvaise nouvelle, mais c'est une très mauvaise nouvelle que ce soit Valérie Pécresse, parce que Valérie Comment Pécresse vous définiriez cette femme D'abord, politique ? Je dirais que c'est une personnalité politique compétente. Le fait qu'elle soit une femme, c'est pas une compétence, mais une femme compétente, ça compte. C'est surtout la présidente de la région Île-de-France, c'est-à-dire qu'elle a été élue 2 fois dans des conditions difficiles, présidente de la plus grande région de France. Donc c'est la personne en France qui est qui est élu avec le plus de monde, et après au-dessus d'elle c'est le président de la République. Elle a un parcours universitaire extrêmement brillant et un parcours politique également, puisqu'elle a été ministre, elle a occupé tous les postes de députée et présidente de région. Donc sa mission, ça va être quoi, Valérie ? Au sein de la région, elle a fait valoir ses compétences et ses convictions. Son rôle, ça va être quoi ? D'aller récupérer les voix de droite qui s'étaient égarées chez Emmanuel Macron, mais ça va être aussi d'aller chercher les voix qui, aujourd'hui, vont à l'extrême droite de Marine Le Pen, comme celle de M. Zemmour, s'il est candidat à la fin, s'il a toutes les signatures, évidemment. C'est ça va être ça aussi, sa mission ?
Son rôle, c'est de se battre pour la France et de redresser la France. Donc, je pense que Valérie Pécresse est une personne qui peut rassembler très largement, bien au-delà de notre étiquette politique, même si je pense que dans le cœur des Français, les idées de droite sont très majoritaires aujourd'hui. On a l'impression que la France est à droite, quand on voit les résultats. La France est très largement à droite, parce que la France est réaliste. Les Français souffrent aujourd'hui de la façon dont ils ont été gouvernés depuis 10 ans par Hollande-Macron, cette gauche qui s'est trompée sur tout, qui s'est trompée sur les relations internationales, qui s'est trompée justement sur la montée de l'intégrisme en France, qui s'est trompée sur le séparatisme. Enfin, tout ça était déjà là avant qu'ils arrivent, de toute façon. Tout ça a explosé depuis qu'ils arrivent, qui aujourd'hui est totalement divisé. On le voit avec cette pauvre Anne Hidalgo qui finit par faire de la peine tellement elle cherche une porte de sortie sans s'apercevoir qu'elle est déjà dehors. En fait, il semblerait que la gauche ait plus souffert du mandat de M. Macron que la droite, et qu'en fait, c'est la gauche qui n'arrive pas à repartir. N'oublions pas que la gauche est au pouvoir par Macron depuis 10 ans, qui se prétend de droite, mais qui ne l'est pas. Je rappelle quand même il y a quand même autour de lui des ministres de droite aussi. Je rappelle que 50% des députés En Marche sont issus directement ou indirectement du Parti socialiste, qu'il y a eu quelques prises de guerre à droite, mais que ça n'a jamais changé le logiciel idéologique d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, on ne sait même pas ce qu'il pense, quelles sont ses convictions. On prétend qu'Emmanuel Macron fait une politique de droite. C'est entièrement faux. Emmanuel Macron a fait exploser la dette. Je ne parle pas de la dette Covid, je parle de la dette structurelle. On a bien compris. Emmanuel Macron, contrairement à ce qu'il prétend, a augmenté les impôts. Emmanuel Macron n'a pas eu de politique de droite pour l'éducation. Emmanuel Macron n'a pas eu de... Enfin, en aucun domaine, on peut qualifier la politique d'Emmanuel Macron de droite. D'une politique de droite, ni dans sa conception de la société. Je n'oublie pas que ça fait 10 ans qu'il est au pouvoir. Et comment vous analysez ce nouveau parti qu'a créé Édouard Philippe, qui est un homme qui venait de la droite, qui a gouverné aux côtés d'Emmanuel Macron, qui aujourd'hui a pris de la distance, puisqu'il est maire du Havre, mais qu'il a quitté. Et se cachait d'être de droite. Oui, mais là, il crée un parti où on voit quand même des gens qui le rejoignent, comme par exemple Patrick de Carolis, qui était plutôt quand même un homme de droite, mais qui a décidé et affiché récemment dans la Provence son ralliement au nouveau parti Horizon d'Édouard Philippe. Je pense que c'est plus un parti d'opportunité. Plus que de convictions politiques, parce qu'on se demande quelles sont les convictions d'Édouard Philippe, qui, je le rappelle, était au QG de François Fillon pendant la campagne, et qu'il a quitté, qu'il était proche d'Alain Juppé. Donc, je pense que c'est pas cette droite sans conviction dont les Français donc, c'est pour récupérer quelques voix à droite et ensuite rallier Emmanuel Macron. C'est comme ça que vous l'analysez ? À l'époque, Emmanuel Macron espérait être en duel avec Marine Le Pen. Et ce duel, moi j'ai toujours dit que c'était l'assurance vie d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, cette assurance vie, on voit qu'elle s'émousse pour plusieurs façons. Déjà, le débat de la compétence, Marine Le Pen n'a jamais pu le gagner, pas simplement à cause de son débat raté en 2017, mais pour plein de raisons, puisque même dans ses rangs, certains l'ont quitté. Ensuite, il y a... Et puis pendant les élections intermédiaires, elle a eu du mal quand même à transformer l'essai. Elle a eu du mal à cranter, ça c'est une évidence. Ensuite, Éric Zemmour est arrivé et a fini de la déconsidérer. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'une fois que la droite, les Républicains sont rassemblés, qu'ils proposent un projet de société, qu'ils discutent entre eux, qu'ils agrègent leurs compétences, eh bien, ils arrivent à faire en sorte que les Français aient confiance. Parce que ce qui est spectaculaire... Ils occupent le devant de la scène en ce moment. Moi, je ne suis pas une fan des sondages. Mais, non, je parle de devant de la scène médiatique. On a beaucoup vu... Ça, c'est un des intérêts de la primaire. C'est qu'on a un débat devant les Français qui donne une visibilité sur nos propositions et sur nos solutions et sur nos convictions. Et c'est ça qui compte aujourd'hui. Mais on s'est aperçu, et à la surprise générale, que Valérie Pécresse, enfin quand notre candidat a été élu, et en l'occurrence Valérie Pécresse, immédiatement la donne a changé. Et moi, c'est ce que je m'époumonais à dire à vos confrères journalistes en leur disant vous ne pouvez pas aujourd'hui dire qu'un tel fait 13%, 8%, etc. Il faut attendre d'avoir un candidat. Ça n'a aucun sens. La campagne démarrera quand le dernier
parti, en l'occurrence les Républicains, de gouvernement, aura décidé de son candidat. Il faut aussi que le président de la République rentre en... Il est en campagne permanente. Oui, mais bon, quand il va déclarer, ça va être candidat. On voit bien que non seulement ça, il est en campagne... c'est le principe du quinquennat. C'est le principe du quinquennat, mais c'est aussi consubstantiel à Emmanuel Macron, parce qu'on voit bien que même sa présidence de l'Union européenne n'est qu'un tremplin pour mais là, elle était prévue, cette présidence de la... Je pense que ce n'est pas responsable aujourd'hui, compte tenu... Que vouliez-vous qu'il reporte, qu'il la reporte, qu'il la reporte, ou après les élections, ou qu'il la fasse 6 mois avant, mais pour l'intérêt de la France, peut-être que c'était bien aussi. Pour l'intérêt de la France, je pense que c'est bien, effectivement, que la France, mais pas en il aurait fallu attendre présidentielle. Après la campagne. Peut-être dire, je propose que le président de la République suivant, moi-même ou un autre, prenne ensuite de cette présidence. On voit bien qu'il n'est pas disponible et on voit bien que toutes les propositions qu'il va faire ne sont pas dans l'intérêt des 27. Même pas dans l'intérêt de la France, mais dans l'intérêt de sa campagne. On va voir ce qui va se passer. Moi, je voudrais bien... Alors qu'on a vraiment des difficultés à régler au sein de l'Union européenne, et la France en particulier. Absolument. Valérie Boyer, moi, je voudrais aussi avoir votre avis, parce que vous avez on a évoqué brièvement Éric Zemmour, donc, qui était candidat au moment où, qui a déclaré sa candidature, au même moment où Valérie Pécresse, donc les primaires ont donné aussi leurs résultats, et on lui a donné une grande calendrier sur le nôtre. Mais oui, il a profité du vide. Moi, je voulais savoir, alors, d'abord, qu'est-ce que vous pensez de sa candidature et de sa visite à Marseille, surtout. Je n'ai rien à penser de sa candidature. Chacun a le droit d'être candidat. Moi, je milite au sein d'une famille politique qui s'appelle Les Républicains, que je n'ai jamais quittée, à laquelle je suis fidèle dans les bons moments et dans les mauvais moments. Voilà, maintenant, il exprime sa candidature. On va voir combien il arrive à convaincre les Français. Mais je crois qu'il se rend compte des difficultés qu'il peut y avoir de construire une candidature sans parti et surtout sans équipe, parce qu'une candidature, il y a eu le hold-up Macron, mais qui était lié au procès Fillon. Et ce hold-up Macron... Enfin, il était déjà en politique, ce n'était pas le cas de M. Zemmour. Il était là depuis 5 ans et il a agrégé à lui le Parti socialiste à l'époque. Donc, à un moment donné, c'est pas le même cas de figure. Contrairement à ce qu'il a dit, il ne s'est pas présenté en homme seul. Et puis, il a été vendu aussi médiatiquement. Je crois que c'est une personne, avant d'être connue, il était déjà célèbre, si je puis dire, parce que je crois qu'il a fait 200 couvertures de magazines avec son épouse, souvent, avant même de déclarer sa candidature, ce qui était totalement inédit. Donc, on avait déjà quelqu'un qui était installé dans le paysage médiatico-politique. C'est vrai. Une des rares victimes, quand même, des élections primaires, ce sera Renaud Muselier, le président ici de la région, puisque comme son soutien était plutôt pour Xavier Bertrand, qui n'en a pas vraiment voulu, il est carrément parti, je veux dire, de ce parti politique. Oui, Renaud est parti, c'est dommage, mais il a fait ses choix. Je le regrette parce que c'était aussi le président de notre parti localement, bien sûr. Il avait gagné ses primaires. Mais je crois qu'il faut que chacun exprime ses convictions et ses idées. Aujourd'hui, moi, je ne vais pas quitter les Républicains. Je me réjouis. On sait que vous êtes fidèle à ce parti. Vous l'avez toujours été. Je suis fidèle à mes convictions surtout. Absolument. Alors, on va parler de vos convictions, justement. Non seulement à mes convictions, mais surtout aux actions. Et moi, je crois vraiment, vous savez, je ne suis pas militante parce qu'il faut être militante, je ne suis pas là comme une groupie, je suis là comme une femme politique responsable qui a envie que son pays avance, que sa ville avance. Et je suis convaincue que c'est au sein de ce parti politique, dans sa diversité, mais aussi dans tout ce qui nous rassemble, qu'on peut trouver des solutions pour notre pays. Je n'ai jamais été tentée par les sirènes d'Emmanuel Macron, je n'ai jamais cru en ce personnage qui malheureusement est à la tête de la France depuis 2017 et depuis 2012. Et aujourd'hui, on se rend compte que certains qui disaient que c'était de l'opposition systématique, non, c'est pas de l'opposition systématique, c'est de l'opposition construite. Je rappelle que quand j'étais députée, comme mes collègues députés, les Républicains, au Parlement, nous avons voté 40% des propositions du gouvernement. Le gouvernement en a voté 0,5. Donc l'opposition systématique et bornée, elle est de la République En Marche, elle n'est jamais venue des Républicains. Alors on va parler de votre travail au Sénat, puisqu'aujourd'hui c'est au Sénat, après l'Assemblée nationale, c'est au Sénat maintenant que vous travaillez. Vous êtes membre de commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement de l'administration générale et membre, entre autres choses, du groupe d'amitié France-Israël, qui, rappelons-le, est présidé par Roger Karoutchi. J'ai été pendant 15 ans au Parlement.
Absolument. À l'Assemblée nationale. Donc, vous avez juste changé de chambre, j'allais dire. Voilà. Mais j'ai pas changé d'amitié, j'ai pas changé de conviction. Absolument. Et justement, la semaine dernière, vous avez fait une intervention à propos de la proposition de loi qu'avait fait le Parti communiste pour la reconnaissance d'un État palestinien. Je voudrais que vous nous en parliez et quel a été le contenu de votre intervention. D'abord, une petite notion de contexte, si vous le permettez. Bien sûr. C'était la journée de la gauche, ce qu'on appelle une niche parlementaire. Et franchement, donc il y a eu plusieurs propositions. Il y avait plusieurs propositions. Absolument. Mais je me suis dit, quelle journée où on ressort, excusez-moi, des vieilleries du placard. Je suis consternée. Je veux dire, ils ne sont pas force de proposition. C'est ça que vous voulez dire. Le matin, heureusement, ça avait commencé par les retraites agricoles pour les conjoints. Ça, c'est bien, ça a été voté à l'unanimité. Un vrai sujet, ça. Mais ensuite, nous avions la Palestine, proposée par des communistes. Après, nous avions, et j'étais rapporteur du texte, le 17 octobre 1961. Et je sais qu'il y a beaucoup de nos compatriotes marseillais qui sont nés de l'autre côté de la Méditerranée, comme mes parents. Et donc, ils savent ce que c'est le 17 octobre 61 aussi. Et après, nous avions le vote à 16 ans. Est-ce que la gauche n'est pas capable de sortir une idée nouvelle ? Elle est obligée de ressortir ces choses qui divisent, qui ne proposent rien pour la société d'aujourd'hui. C'est ce que vous leur avez dit au début de votre intervention. C'est ce que je leur ai dit. Et je leur ai rappelé que, comme je l'avais indiqué dans une tribune que j'avais co-signée dans le Figaro en 2014, je suis favorable, comme nombreux responsables politiques, à une résolution négociée du conflit israélo-palestinien, mais qui est fondée sur la coexistence pacifique et la reconnaissance mutuelle de deux États vivant en paix et en sécurité, et reconnaissant l'existence l'un de l'autre. Or, là, ce que proposait le Parti communiste, c'était toujours incantatoire et comminatoire vis-à-vis d'Israël, et ça remettait en cause les accords de paix. Donc, on ne peut pas voter une telle résolution au Parlement, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, c'est pas possible. Oui. Et reproposer ce genre de choses, franchement, c'est juste ni opportun, ni constructif. Aujourd'hui, je pense que la ligne diplomatique qui a fait l'objet d'un large consensus politique, au-delà des clivages partisans pour Israël, elle repose sur un équilibre absolument nécessaire et des exigences et des préoccupations de nos amis israéliens comme palestiniens. Et je pense qu'il faut qu'il y ait un gage de crédibilité qui n'était pas dans cette résolution, de notre diplomatie, en partant de son efficacité, la position historique de la France qui me semble équilibrée. Et elle n'avait pas à être remise en cause par cette initiative vous parlez d'équilibre partisane, de la même façon qu'on a souffert de ce que la France a pris comme position pour le monde du Temple. Ce n'est pas possible. Alors justement, l'ONU, il y a quelques jours, a décidé de n'évoquer le monde du Temple à Jérusalem uniquement sous son toponyme arabe. Bien sûr, pour nous, c'est réécrire l'histoire, mais pour tous ceux qui connaissent l'histoire, c'est réécrire l'histoire. Comment vous pouvez agir, vous, face à ce genre de choses ? Comment vous expliquez ? Vous venez de parler de la position de la France qui était mesurée. Là, elle ne l'est pas, puisque la France a voté pour cette décision. C'est ça que je n'aime pas, justement, chez Emmanuel Macron. C'est de dire les choses d'un côté et de laisser faire de l'autre. C'est de ne pas avoir de conviction. C'est de dire à chaque personne qu'il a en face de lui ce qu'il a envie d'entendre. Quand on fait de la politique, quand on fait de la politique à la maison, quand on est père ou mère de famille, on ne dit pas à nos enfants ce qu'ils ont envie d'entendre. On dit ce que l'on pense juste, ce que l'on pense honnête. On dit ce que l'on pense, voilà. Et on dit ce à quoi on croit. Et on ne peut pas changer d'avis comme ça. Et moi, cette position-là, je la trouve déséquilibrée et elle n'est pas propice à la paix. En fait, vous faites référence au courage ? Je vais dire le courage, oui, aux convictions. Je ne sais pas si c'est mais le courage de défendre des convictions. Oui. Mais vous savez, quand on regarde le monde politique, on a l'impression que c'est compliqué aujourd'hui d'être courageux. Moi, c'est l'inverse. Plutôt, je ne dis pas que je suis plus courageuse que d'autres, mais quand on sait et quand je crois qu'on ne peut pas faire autrement. Regardez aujourd'hui ce qui se passe autour de l'Arménie où tout le monde se rend. La France a été muette sur cette question. Rappelons-le, les chrétiens ont été plus que maltraités. Alors, il y a eu le génocide de 1915. Mais en plus de cela, aujourd'hui... Il y a eu que, d'ailleurs, François Hollande avait promis de pénaliser et qu'il n'a pas pénalisé, malgré la proposition de loi que j'avais présentée. Et Dieu sait si vous êtes monté au créneau. Ah non, mais je suis montée au créneau en 2011 avec une proposition de loi votée
par le Parlement, c'est-à-dire Assemblée nationale. C'est pénaliser la négation. Pénaliser la négation d'un génocide reconnu par la loi française. Et j'avais pris effectivement la matrice de la Shoah. Ça n'a pas marché. Le Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré, l'a rejeté. Ensuite, je suis remontée au créneau sous François Hollande et Emmanuel Macron avec une autre proposition de loi qui avait été validée par le club des constitutionnalistes et une autre association de juristes constitutionnalistes. François Hollande n'en a pas voulu alors ce qui était engagé. Ensuite, je suis remontée au créneau à travers un autre texte et ça a été rejeté également. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'a pas fait. Puis s'ajouter à ça les chrétiens d'Orient. J'espère bien évidemment les chrétiens d'Orient, puisque je fais partie des personnes qui ont été à l'initiative du groupe d'amitié, du groupe d'études sur les chrétiens d'Orient. Et Bruno Retailleau a fait en sorte que je sois vice-présidente du groupe des chrétiens d'Orient au Sénat. Aujourd'hui, cette question, elle n'est pas communautaire. Elle n'est pas. Mais ce genre de question est universelle. Elle est même plus. Elle est mémorielle, mais elle n'est même plus mémorielle. Elle est d'actualité. Elle est d'actualité parce que on voit bien qu'on a affaire à une Turquie d'Erdogan qui est absolument nationaliste, qui souhaite reconstruire l'Empire ottoman et qui n'a si tout le monde se saisit du sujet et qui n'a qu'une vision, c'est faire en sorte qu'il y ait un couloir turcophone, turc, qui va de la Méditerranée, englobant Chypre, parce que je rappelle qu'il a fêté la victoire des C'est bien que tout le monde se saisisse de ce dossier, Valérie. À Varosha, jusqu'aux Ouïghours, dont il se fiche totalement, puisqu'il a négocié les Ouïghours avec la Chine. Tant mieux si on s'en occupe, mais pas si on s'en occupe de façade, si on s'en occupe concrètement. Parce qu'il ne suffit pas de dire que des Arméniens ont été massacrés en 1915, parce qu'aujourd'hui, c'est l'existence même d'un État, d'une république qui est compromise par les agressions azéries soutenues par les Turcs dans le silence international total. Donc cette question, elle est civilisationnelle. Et tout à l'heure, je disais que quand on sait, je pense qu'on ne peut pas se taire. Surtout quand on est engagé dans la vie publique. C'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup de mal à comprendre le silence. Vous savez, on est au lendemain du vote sur la Nouvelle-Calédonie. Qui est plutôt qui est plutôt une bonne nouvelle. Absolument. Qui a été majoritairement pour rester vous allez terre dire quel française. rapport entre l'Arménie et la Nouvelle-Calédonie. Le rapport, je vais vous le dire, c'est que le président de la République et son gouvernement n'ont pas pris position. Ils n'ont pas pris position pour la France. Ils ont laissé faire. Alors aujourd'hui, Emmanuel Macron dit que la France est plus belle parce que la Nouvelle-Calédonie a dit oui. Mais moi, j'avais envie, j'allais dire, avec mes tripes, avec ma chair, avec mon cœur, avec ma raison aussi, d'un engagement. Parce que la France ne serait pas la France sans ses outre-mer. La France ne serait pas la France sans le fait que, effectivement, est-ce qu'il en reste, sans le fait qu'elle rayonne sur toute la planète, et que c'est la deuxième puissance maritime du monde. Ce dossier se termine plutôt bien. Ce dossier évolue plutôt bien. Il est très loin d'être terminé. Il est très loin d'être terminé. Parce que la Nouvelle-Calédonie a dit oui à la France, mais pas pour qu'elle devienne chinoise. C'est un autre sujet dont on aura certainement l'occasion de parler. Merci beaucoup Valérie Boyer. Merci Et puis on va terminer ce journal ensemble. La sortie